Dear all, hello. Hallå. Everyone. Det hörs ingenting. Okay. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Dear all, please, just a moment. Please note that the Prime Minister's speech will be in French, and there are headsets available for simultaneous interpretation if you don't already have one outside in the foyer.
Test micro. Test de sonorisation. Est-ce que tu m'entends? Test. Ouais. C'est bon pour toi, c'est clair? Ouais, ça va. Ok. Sonorisation, 1, 2, 3, 4, test. Est-ce que tu m'entends? 1, 2, 3, 4, test de sonorisation.
please take your seats as the delegation will soon be arriving. Okay, good morning everybody. Your Excellence, ladies and gentlemen. Welcome to the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences, EVA. I'm Björn O. Nilsson and I have the pleasure of being the president of this academy. And I will also function as today's moderator when we come to the question section. Before we'll open the seminar that Mr. Leif Johansson will do, I have a couple of practical matters. For the interpretation and the headphones, channel 1 is French, channel 2 is English, and you can find those on the display. This seminar is streamed out on the web. It's a full room, but there are also lots of participants on the web, meaning that we have to use the microphones, even though this room has excellent acoustics that would maybe be tempting to speak without microphones. That applies also to the question session. After the seminar, I would already now please ask you all to remain seated for a couple of minutes when His Excellency is leaving. Now, this seminar will be opened by a welcome address. And so please welcome the chairman of EVA, Mr. Leif Johansson. Well, Prime Minister, guest, most welcome to EVA. We are at the Royal Swedish Academy of Engineering, and we usually also add economic sciences with today's seminar. And I should note that we have a very good relationship and working together with the French Academy. And we also have in Paris, as many of you who are from EVA know, there is a European organization of academies called Eurocase, which is headquartered in Paris. And all of that means that we are well acquainted, not only as business leaders, which I certainly am, but also as an academy with France. Now, today we have taken the opportunity in the presence of the Prime Minister to talk about how we could find better growth and innovation in Europe. And I think it's fair to say that title was set before the real refugee crisis that are on the top of all of our minds actually happened. And I think we obviously have to look at things in the context of what goes on around us in the world. But still a focus on how we can best restore growth and innovation in Europe. Before I introduce the Prime Minister to you properly, let me make a few comments on Europe.
I think in one word, in one characterization, we can characterize Europe right now with the term slow growth. Why are we slower growing than the rest of the world? I think we can say that we are more rigid in Europe, perhaps more regulated. Some would argue that European governance has a complexity to it, that we build bureaucracy and therefore become slow in decision making. I think you can say we have big gaps, and that's especially as it relates to the US, in our ability to turn R&D, and frankly, let me say that, very good R&D in Europe, into innovative small companies who then in turn become big companies and employ people. We have a gap versus our two main competitors, Asia and the US. I think we can say that we have a lack of a European energy policy. Now, obviously, that's the reason for that is that we are a number of countries who have come together into a union. But we are looking at the availability of energy in Europe. We need to build a smart grid, a European energy policy that we don't have today. We have in this academy identified a lot of technology and engineering skills that would be needed. And just to give you a catch-all number there, we are saying that about 500,000 well-trained good engineers are needed 2025 in Europe just to do what we are presently doing. That's no growth at all. That's just to replace the people who are going out of the engineering sector. At the same time, on the positive note, you can say we certainly have done probably more structural reform in the last 5 or 6 or 10 years than we have done decades before. We have corrected many deficits in many countries, and we have become a continent, a European Union, that's more balanced in terms of entitlements and in terms of what can be done in terms of growth and encouragement of companies. I think we should pride ourselves that we have also become the world's environmental leader, and we have identified many companies, many activities, but also political programs that have been able to turn that environmental awareness, be it climate or other programs, into real business that have made many companies, European companies, quite competitive in a global context. I think perhaps we should say a word on thank you to Mrs. Wallström, our present foreign minister, for having gotten through the REACH program in the EU a couple of years ago that have established a good base for good thinking environmental matters. I think most importantly and most encouraging from the way we see this is that we have a young generation, we have a startup scene in many European countries where the young people are saying instead of going into larger corporations or instead of going into the public sector in many countries, they are saying we would really want to start our own companies and set that up. That startup generation, I think, is probably as important as most anything else that we can talk about. France and Sweden are very similar in many ways. We have strong reliance on nuclear in our energy sector. There is a debate in both countries on how much of that should prevail and continue to run, and what the mix of nuclear in our energy mix should be. We have a good startup scene in high tech. I was telling the Prime Minister earlier, Ericsson had invested quite a lot of money in France in real high tech TV, broadband, media, as has AstraZeneca in terms of research there. So there is a strong emphasis on research. And I think both of our two countries are fighting with this balance between what is a welfare society
and how much can one be entitled to as a citizen, and then also how can you actually afford to do that. Very lively debates in all countries. Now, Prime Minister Valls has been Interior Minister since May 2012, Prime Minister since March 2014, has a very distinguished political career since a long while. We always, when I was at Volvo, said we like mayors who can, and we liked mayors for two reasons. One was that they did good things. Prime Minister was mayor in Evry for almost a decade. The second one was that they actually had the ability to get re-elected. When you're a mayor in a city, it's important that there's a continuity in what's happening. Now, Prime Minister Valls is a pure European, born in Barcelona, and speaks French, Italian, Spanish, and Catalan. None of languages that I speak, unfortunately. He will now speak to us in French, and therefore you have to put your earphones on for those of you who don't speak that wonderful language. Just as a note of how little French I speak, I was in Lyon a couple of weeks ago and was served a fantastic sausage of kidney liver, probably the best I've ever tasted, which was fantastic. The only problem was that I thought I had ordered salmon. But aside from that, that tells you about my French. Prime Minister, most welcome. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, cher Harlem Désir, Madame l'ambassadrice de Suède en France, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames, Messieurs, je vous remercie, cher Leif Johansson, de ces mots aimables, de votre humour et de cette présentation assez originale. Je vous remercie également de m'accueillir ce matin dans cette prestigieuse Académie royale des sciences de l'ingénieur que vous présidez. C'est l'occasion pour moi de saluer votre implication personnelle pour faire vivre la relation entre nos deux pays, entre la Suède et la France. Je pense notamment à ce grand projet industriel franco-suédois de fusion entre Volvo Group et Renault Véhicules Industriels, projet auquel vous avez contribué. Cette rencontre me donne également l'occasion d'un temps d'échange avec vous, qui représentez aussi les milieux économiques suédois. Je viens de rencontrer 5 grands chefs d'entreprise suédois. Cette rencontre me donne l'occasion de voir ce que la France et la Suède peuvent faire ensemble et de voir aussi comment nous pouvons avancer en Europe. Vous venez de le dire, nous nous retrouvons déjà sur de nombreux points. L'enjeu, pour la Suède comme pour la France, c'est de mener les réformes nécessaires qui allient efficacité économique, compétitivité de notre économie et progrès social. C'est, je le crois, de remettre nos deux pays en mouvement, d'encourager le talent, de récompenser l'effort, le travail, et puis de placer bien sûr l'Europe au cœur de notre projet. Et c'est la voie que nous portons avec votre Premier ministre, avec Stefan Löfven et avec d'autres. Les Français regardent la Scandinavie et ils regardent la Suède depuis longtemps. Ils s'intéressent à votre modèle social, à votre culture de la cogestion et du dialogue dans l'entreprise, à vos politiques qui combinent flexibilité et sécurité, et à la préservation d'un très haut niveau de solidarité. Pour le jeune socialiste que j'étais il y a 30 ans, parce que je suis socialiste, le modèle, c'était la Suède, avec Olof Palme. Quand on faisait référence au début des années 80 en France à Willy Brandt ou à Olof Palme, on était accusé, dans ma formation politique, de dérive droitière.
faire référence aujourd'hui à Olof Palme, c'est sans doute être très à gauche en Europe. Comme quoi on évolue. Plus sérieusement, encore que je suis sérieux en disant ça, c'est pour nous, pour nos entreprises, pour nos partenaires sociaux, vous êtes et vous restez une source d'inspiration. Nous l'avons forcément en tête, même si chaque pays a son histoire, sa culture, sa spécificité, mais nous l'avons en tête alors que nous menons en France un grand mouvement de réforme pour redonner toute leur compétitivité à nos entreprises, pour redonner confiance aux entrepreneurs et aux forces vives qui créent de la croissance et des emplois. Beaucoup parmi vous, je le sais, connaissent la France. Plus de 200 entreprises suédoises sont présentes dans notre pays. Elles emploient près de 100 000 personnes. Leurs grands noms font partie de notre quotidien, Ikea, H&M, SKF, Securitas, Ericsson, Volvo, pour ne citer que les plus importants. Des noms à la notoriété au moins aussi forte que celle de Zlatan Ibrahimovic. C'est pour dire, je le dis notamment pour la presse française, qui pourra ainsi indiquer que j'ai fait une référence à ce grand joueur de football, aussi bien par le pied que par le verbe. La France aussi est bien présente en Suède, avec de belles entreprises. Air Liquide, Schneider, Saint-Gobain, Michelin, Keolis et bien d'autres. Je voudrais d'ailleurs saluer l'action de la Chambre de commerce suédoise en France, qui fête d'ailleurs cette année son centenaire. Vous connaissez la France, vous en connaissez les atouts, nous l'avons évoqué. Une main-d'œuvre de qualité, des infrastructures nombreuses, un cadre de vie qui, si j'en crois les millions de touristes annuels, nous sommes première destination mondiale, est un cadre de vie particulièrement agréable. Éducation, culture, infrastructure. Vous connaissez également notre politique en faveur de l'innovation. La France, avec le crédit d'impôt recherche, dispose sans doute du meilleur dispositif mondial d'incitation à la recherche et au développement. Et vous connaissez également, comment dire les choses, nos marges de progression, comme on dit dans une entreprise. Nous pouvons mieux faire, car c'est un fait. La France, au cours des années 2000, n'a pas mené les réformes qui s'imposaient. Alors que l'Allemagne, qui était décrite après le coup de la réunification comme l'homme malade de l'Europe, à la fin des années 90 et au début des années 2000, faisait le choix des réformes courageuses, sous l'impulsion du chancelier Schröder. La France, qui demandait tout comme l'Allemagne à la Commission européenne davantage de temps pour réduire ses déficits, n'a pas fait ces réformes. Notre déficit s'est creusé. La compétitivité de nos entreprises s'est dégradée, notamment dans l'écart avec l'Allemagne. Et nous avons perdu des parts de marché. Et ainsi, la France a alors décroché par rapport à l'Allemagne, notre premier partenaire, créant des déséquilibres, alors même que la consolidation de la zone euro exigeait une convergence, un rôle moteur de nos deux économies. Les deux premières économies d'Europe doivent marcher ensemble. Il ne peut pas y avoir un déséquilibre entre ces deux économies. La mission de mon gouvernement, sous l'autorité du président de la République, François Hollande, c'est de mener sans relâche, sans pause, les réformes structurelles dont notre pays a besoin. Ce discours, je le tiens ici, je le tiens bien sûr avec les mêmes mots en France. C'est ce que les Français attendent de nous. Ils soutiennent d'ailleurs, dans une très grande majorité, le mouvement de réforme, car ils savent bien que nous devons évoluer, nous adapter à un monde qui change si vite, et nous adapter sans renoncer bien sûr à ce que nous sommes, sans renoncer à notre modèle social. Réformer notre économie, c'est bien sûr réduire notre déficit. Il était de 5,1% en 2011. Il est de 3,8% aujourd'hui. Et grâce au plan d'économie sans précédent de 50 milliards d'euros sur 3 ans, il passera sous la barre des 3% en 2017. Et ce cap ne changera pas, il sera tenu,
Nous devons sortir de ces vieux réflexes d'endettement et faire preuve de sérieux budgétaire, même s'il nous faut aussi investir dans l'avenir. L'éducation est le premier budget de la nation, et même s'il faut, ce qui n'était pas prévu, investir pour nous protéger dans la défense, dans nos forces de sécurité, face par exemple à la menace terroriste. Réformer notre économie, c'est ensuite restaurer la compétitivité de nos entreprises, en baissant le coût du travail. Nous y consacrons un effort massif de 40 milliards d'euros. Les taxes, les impôts ont trop augmenté au cours de ces dernières années, quelle que soit d'ailleurs la majorité politique gouvernant le pays. Nous y consacrons donc un effort de 40 milliards d'euros. La baisse des cotisations et de la fiscalité des entreprises doit redonner de l'oxygène aux entreprises, leur permettre à nouveau d'investir, d'innover, de créer de la valeur. Elles ont reconstitué aujourd'hui les marges et donc d'embaucher, car le chômage est évidemment beaucoup trop haut. Nous baissons aussi la fiscalité pesant sur les ménages, car elle a atteint des niveaux trop élevés. Nous y consacrons 2 milliards supplémentaires en 2016, portant la baisse à 5 milliards d'euros en 3 ans pour les contribuables les plus modestes, mais aussi pour les classes moyennes. Réformer notre économie, c'est enfin lever les blocages, simplifier, libérer l'activité avec des mesures de bon sens. Nous permettons, par exemple, d'un curieux débat que nous avons en France, aux magasins d'ouvrir davantage le dimanche, ce qui ouvre des opportunités en termes de création d'emplois, de développement du tourisme, face à la concurrence des grandes métropoles étrangères. Oui, les magasins vont ouvrir le dimanche à Paris, comme dans toutes les capitales. Oui, il y aura des zones touristiques internationales dans plusieurs villes, et notamment à Paris. Je trouve toujours étrange qu'on s'y oppose, d'autant plus que les droits des salariés sont préservés. Et je pense bien sûr, pas seulement, mais bien sûr ici, aux 150 000 Suédois, pas assez nombreux encore, qui visitent la France chaque année. Je pense bien sûr aux touristes chinois qui seront de plus en plus nombreux. Et moi, je souhaite qu'ils viennent le vendredi et le samedi visiter Versailles et le Louvre, et qu'ils restent le dimanche à Paris plutôt que d'aller à Londres. C'est ça aussi un pays qui regarde la globalisation les yeux ouverts. Nous réformons également notre marché du travail. La première étape, c'était d'introduire plus de souplesse pour les entreprises lorsqu'elles sont confrontées à des difficultés, et aussi plus de protection pour les salariés. Ceux-ci peuvent par exemple bénéficier plus facilement de formation, mais il faut faire encore davantage pendant les périodes de chômage. Je pense notamment aux salariés qui ont perdu un emploi et qui sont les moins qualifiés. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de souplesse dans les entreprises. On négocie l'annualisation du temps de travail. Il y a même des entreprises, quand elles sont en difficulté ou quand elles décident d'être plus compétitives, qui aussi interrogent les salariés sur le temps du travail, introduisent de la souplesse. Il y a parfois une image de la France, mais cette image de la France est, de mon point de vue, en train de changer. La deuxième étape, c'est une véritable révolution. Élargir la place de la négociation dans l'entreprise par rapport au code du travail actuel. Nous voulons faire davantage confiance aux partenaires sociaux. Au fond, si nous devions nous inspirer d'un modèle, cela pourrait être plutôt le vôtre, même si chacun a une histoire. Et c'est l'histoire syndicale et sociale française, elle est bien particulière. Nous voulons stimuler le dialogue social dans l'entreprise, vouloir laisser les employeurs et les salariés prendre les décisions qui leur conviennent le mieux. Dans les années qui viennent, nous allons procéder à une refonte complète de l'architecture de notre code du travail. Le but, rendre plus lisible ce qui relève de la loi et ce qui relève de la négociation entre partenaires sociaux. Le Conseil des ministres adoptera à la fin de l'année un projet de loi allant dans ce sens, et il sera adopté par le Parlement français avant l'été 2016. Nous voulons engager cette réforme le plus vite possible, même si, pour un certain nombre de ces aspects, elle prendra évidemment plus de temps.
C'est un modèle donc dans lequel vous devriez vous retrouver. À ce titre d'ailleurs, une précision quant à la durée du travail légal en France. C'est un débat que nous avons. Elle est, vous le savez, de 35 heures. Et nous ne reviendrons pas dessus parce que nous ne souhaitons pas désorganiser la réalité du travail dans notre pays. Mais il faut que les choses soient très claires également. Les 35 heures ne sont pas un plafond. Elles sont un seuil à partir duquel les heures supplémentaires se déclenchent. Et, je vous le disais, de nombreux assouplissements ont été introduits ces dernières années. Dans les faits, la durée moyenne du travail en France est de l'ordre de 39 heures. Au passage, c'est plus qu'en Allemagne. Alors, dans les débats que nous avons dans mon pays, il faut cesser de se focaliser sur ce point et engager surtout la réforme des relations sociales. Nous réformons sans relâche et les réformes commencent à porter leurs fruits. Le coût du travail dans l'industrie est désormais moins élevé en France qu'en Allemagne. Le taux de marge des entreprises est en forte progression. Et donc la confiance revient. Le nombre d'investissements directs étrangers a bondi de 8% en 2014, après 3 années de stagnation. Le résultat, c'est la croissance qui repart. Mais elle est trop faible. Elle dépassera sans doute 1% cette année, c'était notre prévision. Dans la loi de finances pour 2016, nous prévoyons 1,5%, même si nous sommes attentifs, comme vous, aux conséquences du ralentissement de l'économie chinoise et des pays émergents. Vous le voyez, nous sommes bien loin de l'image d'une société française bloquée par une réglementation rigide, entravée dans ses conservatismes, et les habitués du French bashing vont avoir un peu plus de mal à nous critiquer. Alors, c'est le message que nous voulons adresser aux entreprises étrangères. Venez investir en France, venez vous y installer, c'est le moment. La France avance, la France innove, les start-up fourmillent, et nous sommes toujours prêts à accueillir de nouveaux talents. J'ai coutume de le dire lors de mes déplacements à l'étranger dans plusieurs langues, et donc là, je vais me lancer. Jak elskar ferotak. Je sais que cela rassure les journalistes quand on répète plusieurs fois la même chose. C'est la meilleure preuve pour eux que l'on est cohérent, et j'essaie d'être cohérent. Cohérent pour agir en France, cohérent également dans le message que nous portons pour l'Europe. Aujourd'hui, cette extraordinaire aventure que vous avez rejointe, je parle de la Suède en 1995, est confrontée à des défis considérables, peut-être les plus difficiles que le projet européen ait jamais connus. Et l'Europe peut sortir de l'histoire si elle ne fait pas, si elle n'est près de garde, si elle ne relève pas ces défis. Celui auquel nous pensons tous, d'abord, bien sûr, c'est l'urgence de l'accueil des réfugiés. Votre pays est plus que d'autres directement concerné. Et il y a cet impératif, nous devons accueillir ceux et celles qui demandent l'asile, parce qu'ils fuient les guerres, la torture, la persécution, et nous devons répondre à la tentation du repli sur soi, de l'édification de nouvelles frontières, en faisant la démonstration que la seule réponse possible est européenne et globale. Cette réponse, c'est la solidarité. C'est la répartition juste des réfugiés dans tous les pays de l'Union. C'est aussi la fermeté dont nous devons faire preuve en contrôlant mieux, beaucoup mieux, nos frontières extérieures, en reconduisant à la frontière et dans leur pays ceux qui relèvent de l'immigration irrégulière. C'est la mise en œuvre d'une politique migratoire européenne. C'est la coopération avec les pays sources de ces migrations et les pays de transit. C'est une véritable politique de développement. Et la Suède y est particulièrement attachée. Ce qui impliquera, de la part de l'Europe, un effort accru en termes d'aide au développement, notamment vers l'Afrique. L'Europe, c'est être fort ensemble. Cette question des réfugiés nous demande d'être forts et d'être unis autour de valeurs. Aucune solution, je dis bien aucune solution durable, ne pourra venir du repli et des égoïsmes nationaux. Et je le répète, l'Europe est une fois de plus face à son destin. Et la France prend toute sa part. Mon déplacement ici y participe pour préparer un accord la semaine prochaine
au niveau des réunions des ministres de l'Intérieur ou des chefs d'État et de gouvernement qui sont prévues, mais avec des règles et des valeurs. Le deuxième défi auquel l'Europe est confrontée, c'est celui de la croissance et de l'emploi. Vous avez fait le choix de ne pas rejoindre la zone euro, mais votre économie est bien sûr liée aux nôtres. Aujourd'hui, la croissance européenne est trop faible, notamment par rapport aux États-Unis. Et l'Europe continue à souffrir du chômage de masse, qui est un puissant moteur de désespoir, en particulier pour la jeunesse, et qui alimente, tout comme les questions des réfugiés, les populismes qui prospèrent sur le rejet de l'autre, la peur et la crainte de l'avenir. Notre objectif, c'est de mettre la croissance et l'investissement au cœur de l'agenda européen. Il faut bien sûr réduire les déficits, il faut le sérieux budgétaire. Mais si nous voulons rester une grande puissance commerciale et économique que nous sommes, l'Europe, il faut investir. C'est le sens du plan Juncker de 315 milliards d'euros. Et l'Europe a besoin de cet effort massif d'investissement privé et public pour moderniser ses infrastructures, pour concevoir les technologies de l'avenir, celles de l'économie numérique, celles de la transition énergétique. Car le dernier défi auquel l'Europe est confrontée, c'est le défi climatique. La conférence Paris Climat 2015 se tient dans quelques semaines. Nous avons un devoir, parvenir à un accord, parce qu'au fond, nous sommes là aussi face, non seulement à l'urgence, mais face à un véritable ultimatum. La Suède est dans ce domaine de l'environnement, comme dans d'autres, à la pointe. Vous avez engagé votre transition vers une économie verte. Vous avez accompli une véritable révolution fiscale, d'ailleurs, dans ce domaine-là, en prenant le temps nécessaire. Nous venons, quant à nous, de faire voter la loi sur la transition énergétique qui définit des objectifs de long terme très ambitieux en termes de consommation énergétique et d'émissions de gaz à effet de serre, tout en gardant une part importante du nucléaire, puisque nous allons passer de 75% à 50% de la part du nucléaire dans notre production électrique, mais nous gardons 50%. Et l'industrie nucléaire, pour nous, représente toujours un avenir pour notre pays, mais aussi avec des investissements et des partenariats importants dans le monde. Et le but, il est bien là, une économie moins émettrice de carbone, avec une fiscalité verte qui incite au respect de l'environnement. Nos deux pays ont conscience que la transition énergétique est porteuse d'innovation, de progrès technologiques, de perspectives industrielles. C'est vrai évidemment dans le renouvelable. Et voilà un domaine dans lequel la France et la Suède peuvent faire beaucoup ensemble, développer de nouveaux partenariats de recherche, de nouvelles coopérations industrielles. Nous en parlions ce matin. L'Europe a fait la preuve cet été, lors de la crise grecque, qu'elle sait, quand les événements l'exigent, être à la hauteur. Elle a su se dépasser, non sans difficulté, et prendre, à l'initiative notamment de la France et de l'Allemagne, les bonnes décisions pour permettre à la Grèce de rester dans la zone euro. Vous vous rendez compte si nous avions laissé la Grèce partir de la zone euro, alors qu'elle est en même temps confrontée à défis migratoires considérables? L'Europe, ça doit être donc plus de solidarité. Et les réponses aux grands défis du moment, ce n'est pas moins d'Europe, mais c'est plus d'Europe. Et nous devons donc aujourd'hui tirer les enseignements de cette crise en renforçant la zone euro, en améliorant la gouvernance, en organisant la convergence de nos économies. Face à nous, il y a les grands continents qui émergent et qui ne nous attendent pas, l'Asie aujourd'hui, l'Afrique demain. Et si l'Europe fait le choix de la fragmentation, du retour en arrière, cède aux sirènes des populismes qui partout progressent sur fond de xénophobie, alors nous perdrons pied collectivement. L'Europe sortira de l'histoire. Vous le disiez, je suis né à Barcelone. J'ai été naturalisé français en 1982. C'est ça la France, être né dans un autre pays et pouvoir représenter ce beau et magnifique pays aujourd'hui comme chef du gouvernement. Mais je suis d'abord et avant tout profondément européen. Et je ne veux pas que ma génération voie disparaître
cette construction incroyable à l'échelle de l'histoire. L'Europe, c'est de l'économie, bien sûr, mais ce sont aussi et surtout des valeurs. Et il faut que chaque dirigeant européen, pas seulement politique, et les entreprises ont un rôle à jouer essentiel, soit à la hauteur des défis que je viens de décrire. Nous ne pouvons pas accepter que l'Europe sorte de l'histoire, et donc nous avons tous une responsabilité immense, redonner au projet européen tout son sens, c'est-à-dire une Europe qui répond aux attentes de protection, de sécurité aussi, face à la menace terroriste, de solidarité, de croissance, d'emploi qu'expriment nos concitoyens. Et dans un monde fait d'incertitudes liées à la mondialisation, qui présente et des opportunités et des menaces, l'Europe doit être un pilier et un élément de stabilité. Comment ce continent si riche ne réussirait pas à relever ces défis? Nous ne pouvons pas être une forteresse assiégée, mais nous devons être un bloc compact, uni, qui assume sa place sur la scène internationale, aussi bien dans le domaine économique que dans le domaine diplomatique. Et c'est la responsabilité des dirigeants français, suédois, l'ensemble des partenaires de l'Union européenne, mais c'est aussi la responsabilité de ceux qui font l'Europe au quotidien. Je pense évidemment à vous tous, les acteurs économiques. Mesdames, Messieurs, pardon, j'étais trop long. La Suède et la France et la Suède avancent côte à côte. C'est aussi cela, l'Europe, je m'en rends compte depuis que je suis Premier ministre. Je n'ai eu de cesse que de visiter toutes les capitales européennes, de rencontrer les dirigeants politiques, les dirigeants économiques, d'essayer d'avoir aussi un contact avec le monde culturel ou social. J'irai tout à l'heure visiter une école qui accueille des jeunes réfugiés. C'est dans le lien aussi entre les peuples, entre les jeunesses, entre les étudiants. C'est tout le sens d'Erasmus. Nous devons donc consolider les liens bilatéraux, économiques, scientifiques, culturels qui existent entre nos nations. Je salue d'ailleurs les parlementaires qui m'accompagnent et qui marquent ce lien également entre nos deux pays et l'engagement et le travail, bien sûr, de nos ambassadeurs. Cette visite, ces rencontres que j'ai ici avec vous et vos dirigeants, avec Harlem Désir, le ministre en charge des relations avec l'Europe, me confortent dans l'idée que nous avons de grandes choses à faire ensemble. Et vous pouvez en tout cas compter sur mon engagement pour cela. Il n'y a pas pour moi de petits pays en Europe. Il y a des pays et des nations qui avancent ensemble vers un projet commun. Merci encore de votre accueil et je crois que maintenant la discussion est ouverte. Merci. Thank you very much, Mr. Prime Minister. That was an excellent talk, and I'm sure there are lots of questions. I will kindly ask all of us who want to ask questions to use the microphone. There is a microphone in between each seat, and you press the button once, a red color will light up, and then you can speak, and then you press again, and it's open for others to talk. Please keep your comments or questions short. I think that would... I'm sure there are lots of questions. And let me start with one question as the privilege of being the moderator. In Sweden, we have paid a lot of attention where both business and unions have actually united in discussing the new transatlantic trade pact discussions with the United States, TTIP. And I'm quite curious, and we see lots of opportunities. As a small country, this could be extremely important for us. What is your take on TTIP, your priority? Where do you see the challenges, and how is France acting to make it happen? Il y a incontestablement des opportunités, mais il y a une négociation difficile et qui doit être sur une base avec nos amis américains, qui est celle de la réciprocité. C'est pour cela que la discussion et la négociation seront longues et difficiles. Je n'évoque même pas les difficultés politiques. Aux États-Unis, vote du Congrès, dans cette période c'est difficile, mais aussi pour nos opinions. En Allemagne, il y a un débat qui touche la société. En France, ce débat est moins présent, mais il reviendra bien sûr sur la scène politique, d'autant plus que nous mettons des lignes rouges dans cette discussion.
parce que nous considérons que dans ce type de négociation, il faut préserver un certain nombre de biens culturels, notamment, mais il faut aussi, si on s'engage dans ce type d'accord, permettre ce que j'évoquais, cette réciprocité et d'ouverture aux États-Unis. Donc c'est une négociation qui est loin encore d'avoir abouti. Je sais que pour vous, pour votre pays, c'est très important. Et j'attire votre attention cependant sur, encore une fois, la nécessité qu'il y ait un équilibre dans cette discussion. Okay, thank you very much for that answer. So I open up for Johan Schielenkanner, who I think waved even before you started to speak. Thank you very much, Mr. Prime Minister. It was an extraordinary presentation, very inspiring. You mentioned the climate negotiations, and you mentioned it very much as an environmental agenda. We heard from the chairman before, Leif Johansson, about the need to transform our energy sector, for instance. We see it very much as a solution agenda for Europe and for new businesses. We have the solution agenda in the negotiations. How do you intend to try to invite the private sector, mayors, other actors to really contribute to the climate change negotiations and really provide a solutions agenda that can also contribute to growth and innovation? Les maires. D'abord, il faut réussir cette grande négociation, ce grand rendez-vous Paris Climat 2015. Réussir non seulement l'organisation à Paris, ça c'est notre responsabilité, faire en sorte, je crois que c'est le cas, que la prise de conscience soit partagée par le plus grand nombre. Et je veux saluer l'engagement des entreprises, bien sûr suédoises, mais des entreprises françaises. J'aurai l'occasion de m'exprimer d'ailleurs devant elles pendant la COP 21 elle-même. Les syndicats, les associations, les ONG, la jeunesse, les citoyens se mobilisent et doivent se mobiliser pour faire en sorte que cette prise de conscience dépasse celle des chefs d'État et de gouvernement, ou pour pousser les chefs d'État et de gouvernement à trouver un accord. Et la France y est totalement impliquée, et nous espérons que le rendez-vous de l'Assemblée générale des Nations Unies dans quelques semaines à New York soit une étape importante pour la concrétisation d'un accord. Chaque pays, en même temps, a son agenda pour permettre cette transition énergétique. Cet agenda, en plus, je vous le disais, pour ce qui nous concerne, fournit en effet de nombreuses opportunités économiques. Et sur la base de ces opportunités économiques, si je comprends bien votre question, les collectivités territoriales doivent être des acteurs tout à fait essentiels. Régions, métropoles, villes, donc les élus et les maires doivent jouer un rôle essentiel dans ce domaine-là. Et moi, je suis plutôt optimiste quand je vois les agendas des villes et des collectivités territoriales dans le domaine de la transition énergétique. Et les moyens, notamment fiscaux, que nous avons intégrés dans cette transition énergétique doivent être des opportunités que doivent saisir les entreprises, les collectivités territoriales et les consommateurs. Okay, I think we try, if Mr. Prime Minister will allow 2 questions at a time to start there. There are lots of hands waving. Monsieur le Premier ministre, je suis très contente d'être ici aujourd'hui pour écouter. My name is Milicia Reza. I am a political advisor to the Minister for Employment, Ylva Johansson, who got the chance to launch the Stockholm Initiative the last week, and therefore I'm curious to know what you think of the European Commission's statement that there should be the same pay for the same work at the same workplace. So it's of course important for a fair competition in the EU. How can that be achieved? We try one more question there first. Yes. You need to use the microphone, because otherwise they cannot hear you on the web.
I can hear you, but yeah. So if you press the button one. Yes. Yeah. Bravo. Yeah. Bon. Merci. Hein. Très bien. Je suis agent de change en retraite. J'ai fait beaucoup d'affaires avec la France dans le temps. J'ai publié beaucoup d'écrivains français en Suède et même un écrivain catalan, Mercy Rodoreda. Et dans tous les sondages, dans toutes les études sur la connaissance des langues étrangères en Europe, la France arrive à la dernière place avec l'Italie. Récemment, par exemple, il y a une étude qui montre que 14% des élèves qui ont entre 15 et 17 ans en France avaient de bonnes connaissances d'anglais, qui est la première langue étrangère, normalement. Hein. Tandis qu'en Suède, chose curieuse, 82% avaient de bonnes connaissances. En Malte aussi, 82%. Vous savez, une loi, la loi Toubon, qui défend que plus que 30% dans les médias soit dans une autre langue que le français. Il est devenu défenseur des droits. Ne serait-il pas temps qu'il défend le droit des personnes, des Français, à écouter d'autres langues que le français? Merci, monsieur. Prenons une autre question. Yes. Well, we started with the same pay question, so let's let Mr. Prime Minister address these two questions. Yeah. Please. Comme j'ai mal entendu, sur la première question, c'était sur l'initiative de Stockholm, sur l'Europe sociale. Voilà, avec le Premier ministre suédois, nous partageons le même objectif, celle d'un agenda social pour l'Europe. Égalité de salaire entre femmes et hommes, salaire minimum, et puis bien sûr, volonté de travailler sur une refonte ou une nouvelle rédaction de la directive concernant les travailleurs détachés qui aujourd'hui créent des distorsions de concurrence. Je le disais tout à l'heure, l'Europe doit faire de la croissance et de la compétitivité, de l'investissement privé ou public une priorité pour être à la hauteur des défis de la globalisation économique, mais elle doit aussi répondre à l'attente des peuples. Et l'agenda social, de ce point de vue-là, est incontournable. Et avec les Suédois, avec les autorités suédoises, nous pousserons en avant cet agenda social. Il y a aujourd'hui trop de chômage en Europe, trop de jeunes en difficulté, pour qu'on ne fasse pas, chaque pays bien sûr a ses propres politiques à mettre en œuvre, mais au niveau européen, une priorité de cet agenda social. Sur les langues, vous avez vu que je suis donc un produit de l'école française et que je m'adresse à vous en français. D'abord parce que nous sommes fiers de parler notre langue, que notre langue, à travers notamment ce qu'on appelle la francophonie, est parlée aussi sur plusieurs continents, et que nous défendons par ailleurs cette langue, l'exception culturelle française, parce que cela fait partie de notre patrimoine et de notre identité. Et nous avons de grands écrivains. L'un d'entre eux a été célébré ici il y a quelques mois, Patrick Modiano, après Le Clésio. C'est un des prix Nobel de littérature récents. Cela ne veut pas dire pour autant que nous devons être aveugles et sourds à la mondialisation et qu'un effort significatif dans l'apprentissage des langues ne doit pas être fait. C'est ce qui aujourd'hui est engagé, notamment par les réformes que nous menons au niveau de l'éducation nationale, apprendre l'anglais, l'espagnol, le chinois, l'allemand, bien évidemment, le suédois, Madame l'ambassadrice. Mais hier, je recevais le Premier ministre sud-coréen. Il y a aussi de l'apprentissage du coréen. Il faut que les jeunes Français se préparent à ce qu'est la réalité, bien sûr, du monde, tout en préservant, cher monsieur, la langue française, dans tous les domaines. Et moi, j'y suis particulièrement attaché. C'est pour ça que dans tous les débats, au niveau européen ou au niveau international, la protection de la langue, la protection de la culture, la protection des droits d'auteur, la protection du cinéma
sont pour nous des éléments tout à fait essentiels. Cette exception culturelle, ces valeurs culturelles, moi comme Français, aimant mon pays et ma langue, je veux à tout prix les préserver. Yes, we only will have a couple of more. So Carl Schlyter, you've been waving a lot here, so we'll start there. Merci beaucoup et bienvenue à Stockholm. Merci pour votre intervention. Je m'appelle Carl Schlyter, je suis président de la Commission Affaires européennes au sein de Riksdag. J'ai une question aussi sur le COP21. Moi, je pense une clé pour avoir un succès, c'est avoir aussi le pays G77 à bord. Et qu'est-ce que nous, on pouvait faire pour gagner son support? Transfert de technologie, fonds verts. Qu'est-ce que vous pensez qu'on doit avoir dans notre poche à donner aux dernières minutes pour avoir un succès? Merci. La seconde question, donc moi aussi je suis un produit de la francophonie, très fière, suédoise, et je suis journaliste pour le journal économique ici, Svenska Dagens Industri. Ma question à vous, c'est, vous dites que la Suède vous inspirait beaucoup quand vous étiez jeune, et maintenant vous êtes ici pour vous inspirer par rapport à comment la Suède accueille les immigrants. Comment vous inspire la Suède dans ce domaine? La Suède m'inspire, donc. Sur la COP 21, il y a, je crois, une volonté de réussir et de trouver un accord, mais un accord qui soit performant. Parce que si c'est pour un accord à minima, nous n'aurions pas été au rendez-vous de l'histoire et de l'urgence que j'évoquais. Cet accord, il est en train de se construire. Et il doit passer, bien sûr, d'abord, je veux le rappeler, par la contribution de chaque pays. La France, la Suède, les pays européens seront au rendez-vous, je n'en doute pas un seul instant. Les propos de Barack Obama, les déclarations conjointes entre les États-Unis et la Chine vont aussi dans ce sens. Et chacun doit y participer. Mais nous devons tenir compte des différences qu'il y a entre les pays et les continents. Et avec les pays qui souffrent encore en matière de développement, nous devons être très attentifs à leur situation. Comment nous pouvons les aider, les soutenir. C'est le cas bien sûr avec l'Afrique, mais pas seulement. Et donc dans la préparation de la COP 21, la France, mais je ne doute pas que la Suède y participe aussi, nous sommes très attentifs à faire en sorte que l'apport de chaque pays, et notamment de ceux qui souffrent peut-être le plus aujourd'hui des conséquences du dérèglement climatique en termes d'inégalité, une grande partie des migrations est liée au dérèglement climatique, et ce sont d'abord des migrations sud-sud, avant d'être des migrations nord-sud. Nous devons donc combiner une réponse pour ces pays qui allie implication dans la réussite de la COP21, mais soutien au développement. Et c'est cet équilibre qui nous permettra de trouver un accord, mais de ce point de vue-là, je suis plutôt optimiste. Je viens en Suède, c'était prévu de longue date pour parler économie, pour aussi regarder, analyser ce que nous faisons les uns et les autres en matière de lutte contre la radicalisation des plus jeunes tentés par le djihad et l'islamisme radical, ces jeunes, suédois ou français, qui partent en Syrie pour combattre dans les rangs de l'État islamique ou pour préparer des attentats, qui perdent une part de leur identité. Je participerai à une table ronde ce matin, et puis pour échanger bien sûr avec le Premier ministre suédois sur la crise des réfugiés. Vous avez une tradition d'accueil qui est ancienne, la France aussi également. Vous accueillez depuis quelques semaines un nombre considérable de réfugiés par jour. Et c'est l'honneur de la Suède que de le faire. Et en même temps, tout le monde sait que ce mouvement ne peut pas durer. Si tous les jours il y a entre 500 et 1000
réfugiés qui arrivent dans votre pays, il y aura un moment où ça deviendra insupportable, pour des raisons que chacun peut comprendre, économiques, sociales, de soutenabilité, même par la population. S'il n'y a pas une réponse globale européenne, nous n'y arriverons pas. Cette réponse, c'est le soutien, bien sûr, aux pays de provenance. Ce soutien, c'est ce que nous faisons aujourd'hui en Méditerranée pour sauver des vies, parce que ça fait des mois qu'il y a des drames effrayants. Ce sont des personnes dont on ne voit pas les visages qui disparaissent, contrairement à ce petit garçon qu'on a retrouvé mort sur une plage. Mais ce sont des drames tout aussi effrayants. Et c'est une réponse aux frontières de l'Europe avec la mise en place de centres d'accueil et d'enregistrement en Grèce, en Italie. En Hongrie, ça serait indispensable. En Serbie, qui le demande, c'est une aide et un soutien à la Turquie. C'est le rendez-vous du Conseil européen de la semaine prochaine qui évoquera ces questions. Mais nous avons, et j'en termine, aussi, quand nous accueillons, un devoir d'intégration. Un devoir d'intégration. J'irai visiter une école également ce matin, car ces familles, ces enfants qui arrivent, doivent pouvoir aller à l'école, apprendre nos langues respectives, le suédois, le français, s'apprendront également l'anglais ou toute autre langue, je n'en doute pas, aider les parents à s'insérer dans nos sociétés, transmettre des valeurs, les nôtres, qui sont des valeurs universelles, l'égalité entre les femmes et les hommes, par exemple, faire en sorte qu'ils puissent travailler. Voilà, réussir cette intégration est tout à fait essentiel, tout en luttant contre les peurs, parce que dans nos pays, il y a toujours la crainte que ces réfugiés qui arrivent viennent prendre votre logement, votre emploi. Et pour cela, nous mobilisons les uns et les autres des moyens tout à fait importants pour réussir cet accueil dans nos sociétés. Il faut maîtriser ce mouvement. La réponse, elle est difficile, complexe, ça sera long, bien évidemment. La source des problèmes, nous le savons, c'est en Syrie, en Irak, d'où la nécessité d'initiatives diplomatiques, tout en participant, nous le faisons, une coalition en Irak, ou en décidant de frapper les centres névralgiques de Daesh. Mais nous avons besoin aussi d'une réponse qui combine efficacité et valeur. Et les discours qui consistent à rejeter les migrants, à rejeter les réfugiés, ou à expliquer qu'on ne peut accueillir que des chrétiens et donc pas les musulmans, ce sont des discours qui n'ont rien à voir avec l'idée que je me fais, que nous nous faisons, je crois, de l'Europe et de ses valeurs. Mr. Prime Minister, we are encouraged by your colleagues in the delegation to make sure that you get into your cars and you have a very important visit. Let me, on behalf of Eva, also on behalf of the whole audience, say thank you very much for coming here and for engaging in a Q&A discussion, but also for looking at such a broad aspects of Swedish life that you are doing on this visit. Thanks very much, and let me give you a little memento. Thank you very much. Seated while we get the delegation out. Yes. Yes. Thank you. Thank you. So please. Everyone, please remain seated. Everyone, please remain seated.